Et salut à tous et bienvenue sur le Twittom Talk Show. J'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. On a vécu quand même une grande saison, même si un petit peu de déception à la fin. Et ben pour en parler, pour faire le bilan de tout ça, je suis avec mes potes. Donc je vais un petit peu vous décrire ceux qui sont avec moi. Donc je suis avec FX. Salut FX. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Je suis avec Gunther. Salut Gunther. Salutations distinguées. Je suis avec deux invités que j'apprécie très particulièrement. Donc je suis avec Titi. Titi CU, vous devez le connaître souvent à l'Olympe, hein, souvent au stade. Voilà, salut Titi. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et bien sûr avec Mathieu Grégoire, journaliste à l'équipe. Pour l'équipe ou à l'équipe? Je me trompe toujours. Ouais, oh, comme tu veux. Voilà, bah salut Mathieu en tout cas. Salut Julien, salut les gars. Voilà, donc je vais vous décrire le sommaire. Donc Salut, partie Mathieu. 1, on fait notre point de vue, on va vous parler de ce qu'on a ressenti pour cette saison. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? On va revenir sur le bilan de la direction après une saison pleine, hein. Là on a un petit point de comparaison ce coup-ci. On va revenir sur la performance des joueurs. On va faire une petite projection sur le mercato à venir en on va dire dans notre propre effectif, hein. On va pas vous citer des noms puisqu'il n'y en a pas encore. Et partie 5, questions des auditeurs. Ils ont été nombreuses, donc on va essayer d'en traiter un maximum. Donc on y va tout de suite. Partie 1 les gars. Je vais poser la question à nos invités en premier. Donc Mathieu, j'ai dressé le bilan à l'écran, les places en championnat, en Coupe de France et tout. Est-ce que tu t'attendais avant cette saison faire une saison comme celle-ci? Voilà, tout simplement. Dans le scénario, non. Non, dans le scénario, non. J'étais je suis plutôt de tempérament optimiste. Et puis, tu sais, quand on fait en début de saison les projections, on fait le tour de France des clubs dans l'équipe et on nous demande notre avis. Et déjà, donc c'était fin juillet, moi, j'étais parti sur une 3e place de l'OM. Ouais. Sur l'avis de l'équipe sur le futur classement de l'OM. Donc, j'étais quand même assez optimiste au vu de l'effectif, au vu des joueurs, au vu de Rudy Garcia aussi, qui est quand même un très très bon coach français. Donc là-dessus, j'étais assez positif. Par contre, le parcours en Ligue Europa et puis cette saison assez folle, aussi bien dans ce parcours justement européen avec des retournements de situation, avec des matchs hyper intenses, et puis aussi en championnat parce qu'il faut souligner le parcours des Monégasques, des Lyonnais, qui a aussi revalorisé celui des Marseillais. C'était un sprint à 3 tout à fait exceptionnel, comme on en verra, je pense pas souvent à l'avenir en Ligue 1. Donc voilà, ça évidemment, je m'attendais pas du tout, pas du tout à ça, et ça a permis de vivre une saison vraiment chouette. Et en tout cas, on est un peu les Poulidors du foot français cette saison, mais c'est sympa aussi d'être Poulidor, et Poulidor il signe encore des autographes aujourd'hui à 80 ans passés sur le tour, donc c'est de l'émotion. Voilà, tu sais quoi Mathieu, t'as employé le Poulidor et je connais quelqu'un dans le talk qui doit sourire derrière son écran téléphone, c'est FX, parce qu'il a dit exactement la même chose au dernier talk, c'est-à-dire le syndrome Poulidor. Donc vas-y FX, comment t'as vécu cette saison? Vas-y, enchaîne. Alors, le verre à moitié plein au niveau des émotions, mais à moitié vide au niveau de la réalité. Donc, je pense, comme Mathieu, déjà, ce parcours à 3, ce mano à mano était absolument exceptionnel. C'était un vrai régal. Le parcours en Europa League, même si moi je maintiens que c'était pas un parcours exceptionnel, c'était quand même un régal de pouvoir le suivre et d'aller à Lyon s'octroyer une finale. Après, sur la réalité sportive, vous savez que je mets quand même beaucoup de bémols, parce que si on est tous un peu déçus et frustrés, c'est qu'il y a eu des erreurs. Et je pense que tout au long du talk, on va un petit peu énumérer également ces erreurs, tout comme les bonnes choses aussi. Ouais, Titi, je vais te poser la même question du coup, et avec une petite question en plus, vu que pas mal de sujets ont été abordés. Est-ce que tu as une déception au niveau des coupes nationales ou pas du tout? On n'avait pas l'effectif pour jouer sur tous les tableaux, donc il a fallu, même si c'est pas pas beaucoup, on n'a pas le droit de dire ça. C'est toujours plus ou moins tenu secret s'il la joue ou s'il la joue pas. Donc pour moi, on n'avait pas l'effectif pour jouer toutes les compétitions. Donc les éliminations en Coupe nationale sont logiques. Après, on tombe contre Paris en Coupe de France. C'est logique, pratiquement logique de perdre. En plus, c'était chez eux, donc c'était difficile de faire un résultat.
En Coupe de la Ligue, on perd, mais bon, avec la Ligue Europa le jeudi, c'était compliqué. Donc, pour moi, c'est le verre à moitié plein aussi, et puis, ou à moitié vide, comme on veut. Mais en début de saison, c'était difficile d'espérer une saison pareille, de vivre autant d'émotions. Et puis, ce qui nous manquait, c'était l'étroitesse de l'effectif, quoi. Si on avait pu faire 1 ou 2 joueurs au mercato hivernal, je pense qu'on aurait peut-être plus Ouais, je vois ce que. gagner le sprint final, ne pas perdre le match contre Lyon et puis finir sur le podium, quoi. Ouais. Ça sera un point sur lequel il faudra revenir, ça, le mercato hivernal. On y reviendra, on fera un petit crochet dessus. Gunther, je vais te poser enfin la question à toi. Gunther, je vais pas te demander comment tu ressens cette saison, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais tout simplement, est-ce que tu penses que c'est l'année aussi où on valide quelque part un petit peu ce projet-là, l'entraîneur, est-ce que l'entraîneur est maintenant validé? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, totalement, parce que je pense que je suis un peu le symbole de ceux qui ont à un moment pété leur câble sur Rudy Garcia après avoir dit après avoir dit que c'était un bon choix de recruter ce coach. Au final, même je le vois autour de moi, c'est incroyable qu'on a tous retourné notre veste. Il a vraiment mis tout le monde dans son wagon. Ils ont créé un effectif qui est attachant et qui a plu à toute la France. Parce que c'est aussi ça qui fait que ce parcours européen a été magnifique. C'est que la France s'est retrouvée dans cette équipe et le style de jeu. Moi, franchement, adepte de Bielsa, voilà, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, il faut que je songe à changer ma photo de profil parce que ça y est, hein, je regrette plus Bielsa. J'ai Garcia. J'espère que la deuxième saison ne sera pas décevante, mais en attendant, moi j'ai un respect éternel là pour Garcia là. De suite. Mathieu, je vais te poser une question subsidiaire. Est-ce que tu penses que, justement, c'est pas plus mal au final qu'on ne soit qu'en Europa League d'un point de vue... on a un effectif, un groupe qui vient de naître, on a un club qui est en train de se relever. Jouer tout de suite de la Champions League pour jouer de la Champions League, est-ce que tu penses que c'est utile ou bien maîtriser cette compétition, c'est meilleur? Ouais, j'ai envie de te dire, en même temps, si on est en Ligue Europa et que l'an prochain on sort en phase de poule, où on pourra pas faire comme Bordeaux, se faire sortir par Vidéoton, mais qu'il n'y a pas de barrage. Mais tu vois, ça, tu peux ne le dire qu'après. C'est vrai de dire aujourd'hui, vu le groupe qu'on a, effectivement, il aurait été très très compliqué sans un mercato réussi à 100% et immédiatement adaptable. De bien figurer en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, ça peut vite être un cauchemar. Hein. On s'en rappelle en 2013-2014, où l'OM a payé la jeunesse de son effectif avec un recrutement, on se rappelle, de Mendy, de Thauvin, de Lemina, qui étaient des joueurs très intéressants, en plus de Payet, mais qui étaient aussi des joueurs pas encore prêts, quoi. Encore trop jeunes. On se rappelle ce match à Dortmund où ils se font avoir comme des enfants sur une contre-attaque de 80 mètres. Donc c'est sûr que si tu me dis ça là à l'instant T, voilà. Mais en fait, moi le truc c'est que je me dis surtout, ça fait un peu chier quand même de pas boucler une année comme ça avec un petit sucre, tu vois, avec ou avec le digestif, tu vois, avec la myrte là à la fin du repas où tu te dis putain. Bon, le mieux aurait été la finale de Ligue Europa, évidemment, parce qu'une finale perdue, franchement, c'est toujours dur à vivre, vraiment dur à vivre, beaucoup plus dur, je pense, que de terminer 4e, ou alors d'être en Ligue des Champions, qui aurait été aussi un autre consolation assez sympa, et de se dire l'an prochain, on va peut-être jouer Manchester City, le Bayern, ou des choses comme ça. Donc non, moi je me dis tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre, parce que ça va très vite dans le football, et ce mercato, si tu veux, il va être aussi complexe pour l'OM que si l'OM avait été en Ligue des Champions. Hein. Tu vois, Marseille, c'est un éternel recommencement. Il faut toujours faire des bonnes décisions, prendre des bonnes décisions. Et que tu sois en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, ça ne change pas grand-chose pour moi. On y reviendra, mais la remarque que tu fais justement sur ce mercato, c'est très juste, puisqu'au final, on se retrouve dans la même situation que l'an dernier, sauf qu'on a peut-être un peu plus de renommée, parce que les gens nous ont un petit peu plus vus, on peut dire ça, sur la scène européenne. Ouais, mais ça, tu vois, j'en parlais on a eu une grosse conversation avec mon pote Nabil Djelid, que vous connaissez, là, qui vient à Marseille bientôt, d'ailleurs. Et on parlait de ça, justement, de l'attrait, en fait, de la renommée, etc., etc.
il y a effectivement, c'est un facteur qui peut compter, notamment auprès de jeunes joueurs, je pense, de Ligue 1, ou, voilà, parce que on replace Marseille sur l'échiquier. Après, regardez la Turquie. La Turquie a des stades incroyables, a des ambiances incroyables qui sont louées par tous les joueurs, et encore aujourd'hui, Bafé Gomis qui se plaît là-bas. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est quand même la C1, c'est quand même les salaires offerts. C'est aussi ce qui a permis d'ailleurs à Marseille de faire venir des joueurs comme Gustavo, Rami, Payet, parce qu'ils ont quand même offert des beaux salaires. Donc il ne faut pas oublier que c'est quand même cet enjeu sportif, économique, financier et d'image qui compte d'abord en première ligne. La notoriété, c'est très important, mais à ce moment-là, tout le monde jouerait en Turquie. Pardon, pas la notoriété, mais l'ambiance, si c'était que l'ambiance, tout le monde jouerait en Turquie, quoi. Ok, je vais enchaîner avec FX. Dis-nous, toi, parce que je sais, on a eu des débats, nous, en off, mais je veux bien qu'on insiste sur le fait qu'on loue l'état d'esprit cette saison, tu vois, que c'est fantastique la saison qu'on a vécue, mais il y a quand même des pertes et fracas, tu vois, donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça, ce que tu penses, est-ce qu'on serait pas un peu... reviens sur ce syndrome Poulidor, vas-y. Il l'a bien résumé là, Mathieu. À partir du moment que t'as pas de lot de consolation, t'as pas de consécration. En fait, t'as pas de récompense à ta saison. Et c'est bien beau qu'on fasse un procès aux gens qui ont un avis un peu négatif de la saison, mais le constat est là. Moi, j'ai pas vu les joueurs faire la fête au coup de sifflet final samedi soir. C'est qu'eux aussi étaient déçus. Donc, je fais juste un aparté pour vous dire les coulisses dans le Vélodrome. En privé, il y a beaucoup de joueurs qui étaient assez touchés et qui étaient un peu énervés du scénario de Lyon-Nice. Enfin voilà, c'est des compétiteurs les mecs. Et juste, je sais qu'ils étaient assez agacés par ça en coulisses, quoi. Derrière les discours de façade, évidemment. Voilà, excusez-moi pour la partie. Voilà, donc c'est pareil, il y a ce constat amer. J'ai toujours dit qu'il fallait essayer de franchir un palier. Quand tu fais 2 points sur 18 face à des gros, même des concurrents directs, hein, pas que des gros, tu n'y arrives pas. Voilà, tu fais un parcours des équipes qui ont le même niveau que toi en Europa League. Et donc, tu montres que tu es meilleur à niveau égal et tu arrives face à un adversaire nettement au-dessus. Je vais dire, c'est sans appel. Tu te prends un bon vieux 3-0 et tu rentres chez toi. Même si on a pleuré pour les 20 premières minutes qui étaient bonnes, une finale, c'est pas 20 premières minutes, hein, c'est tout un ensemble. Et l'addition de toutes ces erreurs, tu t'aperçois que ça en fait quand même beaucoup sur l'ensemble de la saison, notamment ce recrutement au mercato d'hiver. Beaucoup ont gueulé qu'il n'y avait pas eu de recrutement pour les raisons qui se sont déroulées, c'est-à-dire finalement un manque de profondeur. Et au moment des échéances et des moments clés, voilà, tu as du mal à pallier des blessures. Tu as ce gaspillage de Gustavo qui doit remplacer un recrutement d'Abdenour catastrophique. L'accumulation de pas mal d'erreurs, ce qui fait que c'est une saison, en fin de compte, où si tu es adversaire de l'OM, tu as envie de troller parce que tout simplement, l'OM aura été loser. Peut-être des beaux losers, mais des perdants quoi qu'il arrive. Et cette saison, elle doit servir coûte que coûte pour la saison prochaine. Il faut surfer là-dessus, mais il faut améliorer. En aucun cas, tu peux refaire la même chose ou pire, quoi qu'il arrive. On va avancer. Vas-y, Gunther, fini. En aucun cas, avoir 77 points, c'est la lose. Peut-être qu'avec 77 points, l'année prochaine, tu es sur le podium. Donc, je ne suis pas sûr que... Ça doit être un record pour un quatrième, tu as raison. Et malheureusement, on est quand même quatrième. Non, mais tout à fait. Mais bon, peut-être avec exactement les mêmes matchs, on finit sur le podium. Tu as reçu Lyon en mars. Ne me parlez pas des 62 matchs, parce qu'au moment de les affronter, on n'avait que 4 matchs en plus. C'est gérable, 4 matchs en plus. Là, tu peux les mettre à 8 points, tu ne le fais pas. Et même si tu es quatrième avec 77 points, tu as eu un manquement crucial qui est limite impardonnable également, puisque tu n'as retenu aucune leçon des 5 autres matchs que tu avais fait contre les gros précédemment. Donc voilà, il y a de quoi se ronger les ongles sévèrement. Et il y a des erreurs à souligner. On va avancer dans les parties parce on va pas pouvoir aborder tous les sujets sinon. Donc je vais te lancer là-dessus, Titi, parce qu'on t'a pas beaucoup entendu pour le moment. On passe sur la partie 2, donc la direction. Quel bilan après une saison pleine? Je t'ai mis... on va commencer par un aspect qui me paraît vraiment très cohérent, c'est qu'on n'a pas 5000 projets. J'ai mis des déclarations de GHE à l'écran. Déjà en 2017, il disait si nous pouvions finir dans les 4 premiers, voire mieux, ça serait parfait. Et tout au long de la saison, tout ça, il a tenu ce discours avec beaucoup de prudence. Voilà. Est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de ce type de discours? Est-ce qu'on a été petit bras? Est-ce qu'on a été trop prudent? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Non, je pense que c'est un discours cohérent. Après, faut pas oublier qu'ils sont arrivés à l'automne 2016 et qu'il y a un an, on était au fond du trou, quoi. Hein. Donc, on n'avait plus d'équipe, on avait un effectif très amoindri et qu'en un an, en une saison pleine, on fait une finale de Coupe d'Europe. On finit 4e du championnat. Non, je pense que c'est fort. Est-ce que ce que tu retiendras, c'est ça, c'est-à-dire cette, comment dire, ils font beaucoup, ils allient les actes à la parole, et du coup, on se rend compte que ils sont cohérents et dans leur structuration du club, et dans leur discours, et dans les résultats. Au final, est-ce que tu as ce sentiment-là? Totalement, parce que moi, je vois par tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent, c'est par rapport à l'ancienne direction, mais c'est le jour et la nuit. Hein. On était sous l'ère Dreyfus, et même avant, l'OM avait peut-être le plus gros palmarès oui. Au niveau des clubs français, mais on était gérés comme des vrais amateurs, quoi. Donc c'est ça qui est impressionnant. En un an et demi, ils ont tout changé, quoi. Enfin, Mathieu peut le confirmer, parce que nous, on le voit de l'extérieur, mais lui, en conférence, il a plus de contact avec le club que nous. Mais... du coup, je vais te poser la question, Mathieu, est-ce que tu penses que c'est la fin de la partie de billard à la mi-temps, et est-ce que tu penses qu'il dégage vraiment cette notion de professionnalisme en coulisses? Ça, c'est une question qui est importante, qui est dure à répondre comme ça à brûle pour point. Il y a deux choses, c'est qu'effectivement, il y avait d'un côté une ambiance fin de règne, fin de cycle, tu vois, c'est comme en politique, ou quand un gouvernement sait qu'il va se prendre 10% aux prochaines élections, et que de toute façon, il ne sera pas réélu, bon, bah, on boucle les dossiers, on prépare ses valises, et on joue au billard, tu vois, il y a un côté comme ça, avec une équipe qui arrive, qui a déjà plus de niaque, qui a plus faim, qui a des idées, qui a envie d'appliquer des choses, qui a envie de mordre un peu dans le ballon et dans le reste, et dans les bilans comptables. Après, la différence aussi, il ne faut pas se mentir, c'est une question d'argent aussi. Oui. D'un côté, on avait un actionnaire qui ne mettait plus d'argent, et là, tu as un actionnaire qui en met. Et ça, c'est là. Si je devais parler de la direction aujourd'hui, vraiment sur du factuel, c'est de dire on a un actionnaire qui, pour l'instant, a mis de l'argent. Je ne sais pas pour combien de temps il sera là, ça c'est vraiment des questions, je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais en tout cas, pour l'instant, il a mis des belles sommes, donc ça c'est intéressant d'avoir quelqu'un de vraiment cohérent, quoi. C'est encore ce que nous disait Kirill Louis-Dreyfus l'année dernière, en disant voilà, on a de la chance parce que tout le monde veut acheter un club, mais tout le monde n'est pas capable de gérer un club, en tout cas de mettre assez de moyens pour gérer un club. Et lui, il le fait, Franck McCourt, donc pour l'instant, c'est une vraie satisfaction. Pour ce qui est des idées qui sont mises en place, il est encore, disons qu'on a un peu plus de sentiment que ça travaille et qu'il y a un peu plus de cohérence sur des dossiers type relation avec la ville, par exemple, pour le stade du CESN, tout ce qui est formation et féminine, donc voilà. Mais par exemple, ça, c'est des chantiers encore. Par exemple, là, moi, je les attends là parce que tous les dirigeants de la formation vont sauter là, enfin, sont en fin de contrat. Donc, on va voir qui ils vont nous apporter. Et puis, on a vu que c'était pas un long fleuve tranquille non plus, les résultats de la réserve. Donc ça, voilà, ça c'est long tout ça. C'est du travail long, c'est comme le Vélodrome et Arema. On va voir ce que ça va donner, les recettes, etc. Donc, on va voir sur la durée si ils vont mettre en application leurs principes. Ok. Je vais juste avancer en vous montrant une nouvelle fiche. Donc, je vous ai mis rapidement les points qui me paraissent positifs. Donc, j'ai mis une structuration totale de l'OM qui est en train de se faire, la création du projet l'OM Next Generation qui a été fait, la signature de partenariat avec les clubs de la région, négociation en cours pour l'acquisition de l'exploitation du stade, donc ça, en négociation avec Arema, la revalorisation du centre de formation avec la signature, peut-être ça n'aurait pas été fait il y a quelques années, de jeunes talents, on l'a vu jusqu'à présent, et un certain respect aussi de l'OM et de ses institutions. Après, j'ai mis en opposition les points négatifs. Donc, il y a eu beaucoup de manque de communication avec les supporters d'un point de vue plus large. Sanctions prises par le club avant même la Ligue. Je pense qu'il y a une explication, mais je l'ai mis dans les points négatifs parce que les supporters le perçoivent comme ça. Et la guéguerre avec Olas aussi, qui est, à mon sens, un petit point négatif. Juste un truc sur les... Il faut oublier la direction qu'on a tendance à la juger en fonction des résultats sportifs. Oui. C'est l'histoire du foot.
Et on va dire les dirigeants de l'OM, ils sont géniaux parce que l'OM gagne. Et on va dire ils sont nuls quand l'OM perd. Alors que c'est beaucoup de... Enfin, souvent, moi, pour bosser sur l'OM depuis 9 ans, c'est quand même souvent ça, quoi. Donc, moi, j'attends justement de savoir déjà comment ils vont passer des crises. Ils en ont pas eu pour l'instant. Oui. Ils ont eu une mini-crise avec Monaco et Rennes. Ça va être très important de voir comment ils vont garder leur sang-froid parce que ça arrive dans tous les clubs de Paris, Monaco, à 3. Donc, on va voir comment ils vont gérer cette crise-là. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il faudra peut-être aussi quand même avoir une certaine mansuétude avec eux. Parce que voilà, c'est là que ça se joue, c'est là que c'est dur en fait. Parce que là, l'OM Next Generation, quand ton équipe elle gagne, tu peux dire il y a Camara et Lopez dans l'équipe type, voilà, c'est super, nanana. Ouais, enfin, c'est des mecs qui sont là depuis 10 ans, donc ça veut dire que ça bossait avant quand même. Après, oui, tu as raison, donc, mais est-ce que... Donc c'est bien, mais par contre, ça valide aussi une certaine cohérence d'idées et d'esprit. Est-ce qu'on aurait été apte, enclin du moins, avant de lâcher ce qu'on a lâché pour Camara, pour le signer, etc., tu vois? C'est ça le problème, entre guillemets. Bah, écoute, avant, on n'aurait pas été sur des sommes de telles sommes, ça c'est clair. Ouais. L'OM n'aurait pas pu se permettre, sous Margarita, un tel feuilleton. Il serait probablement parti comme Boutova, quoi. Après, on voit que c'est aussi la roulette russe. Hein. Boutova, il n'a pas de résultat à Séville. Hein. Mais, et l'OM a fait signer Lopez avec un contrat qui est 5 fois inférieur à celui de Camara pour son premier contrat pro. Donc, ouais, on n'aurait pas pu se permettre un feuilleton comme ça et sortir une telle somme pour Camara, ça c'est clair. Je vais repartir sur Gunther. Est-ce que tu peux me dire, toi, des points positifs et négatifs que tu vois? Est-ce que tu voudrais rajouter, déjà, est-ce que tu es d'accord avec les points que j'ai cités? Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je suis totalement d'accord. Après, juste sur la formation, j'avoue que moi j'ai encore du mal. Pour moi, c'est un peu comme Sarrier, ben non, les joueurs qui sortent, c'est de l'ancienne formation. Moi, j'attends de voir plus sur le long terme et pas juste on signe des joueurs pro. Ça, pour moi, ça signifie quasiment que dalle. Même si je pense que le travail est fait sur ce point-là, mais pour l'instant, on le voit pas en tout cas. Et ce qui me plaît le plus, c'est le respect de l'OM et de ses institutions. J'en avais marre, j'en pouvais plus. J'ai l'impression qu'on avait un président et un actionnaire qui nous mettait plus bas que terre, tellement on était ridicule, quoi. Et là, c'est vrai que l'image est bonne. Mine de rien, j'ai l'impression que Hérault apprend de toutes ses erreurs. Alors j'espère que ça va continuer, mais j'ai l'impression qu'il apprend de ses erreurs. Donc voilà, Ouais, Titi, juste je vais lancer Titi là-dessus. Qu'est-ce qu'on en dit, toi, du côté des virages, des choses comme ça? Est-ce que tu es d'accord avec les points que j'ai cités? Est-ce que tu les attends sur autre chose, toi aussi? Vas-y, livre-nous un peu ton sentiment là-dessus. Après, le sentiment des virages, après, ça, c'est plus mon sentiment personnel. Ouais, les gens, après, spécialement, ils parlent pas beaucoup. Après, dans les virages, ils parlent spécialement des victoires, des défaites, de ce qui se passe à l'instant T. Ils approfondissent pas vraiment ce qui peut se passer dans le club. Après, non, moi je les attends, comme a dit Mathieu tout à l'heure, quand il y aura une vraie crise à l'OM, une crise de résultats, quand il faudra virer certainement quand ils vireront le premier Garcia, parce que ça sera leur premier entraîneur, s'ils sont obligés de le virer, comment ça se passera? C'est là qu'on les attend au virage. Moi, c'est ça aussi, ouais. Ouais, donc tu attends, coach. Tu les attends encore sur quelques années, entre guillemets, et de voir comment ils vont gérer cette crise au final. C'est ce qui valide un projet, ouais. Ouais, c'est ce qui valide un projet, parce que moi, je vais donner un exemple tout con. C'était 2015, j'étais à Libération. Fin d'été 2015, je faisais un truc sur le mercato, et j'ai vu des mecs de l'OM, des dirigeants de l'OM, en discuter à propos du projet Monégasque. C'était le moment où Martial part à Manchester United. Ils se sont, je te jure, ils se sont esclaffés sur Monaco. C'est un club de trading, ils font que de la vente, c'est une société d'import-export, ils sont nuls, nanani, nanana, enfin c'est que du business, blablabli, blablabla, ils vont couler. Ben, regarde Monaco, 5 années de suite sur le podium là. 4e qualification d'affilée pour la Ligue des Champions, champion de France, surtout champion de France, parce que ça c'est unique d'être champion de France contre le PSG
qui est financé quand même à une autre échelle que les autres clubs. Champion de France avec 95 points en 2017. Demi-finaliste de Coupe d'Europe. Demi-finaliste de Ligue des Champions. Bon, ben, voilà un projet. Voilà, bravo aux Monégasques, qui travaillent dans d'autres conditions évidemment qu'à Marseille ou à Lyon ou à Paris. Mais voilà, c'est un projet, ça se valide sur 5, 6, 7 ans, quoi. Et comme dit Gunther, là, pour ce qui est de la formation, en fait, il y a de la cohérence parce que l'OM Next Generation Project, pour moi, c'est autant de la communication positive sur l'OM et la marque OM, et puis venez au stade les petits des clubs à côté, que du vrai travail pour la suite sur la formation. Parce qu'on va pas se mentir, si demain l'OM il recrute le nouveau Pogba en région Île-de-France et qui passe devant le petit Jean-Michel Lopez d'Aubagne, bah, ça nous fera mal au cœur aux Marseillais. Mais le nouveau Pogba, il sera prioritaire. On dira bravo d'avoir sorti le nouveau Pogba. Le côté appartenance, pour moi, il est un peu factice, surtout que l'OM est quand même un côté quand même national, vraiment, vraiment national. Donc, l'OM Next Generation Project, c'est aussi, regardez, on fait du travail de terrain, revenez au stade les petits, et ça marche bien. En tout cas, à ce stade-là. En fait, le truc, c'est que tout le travail que fait Zoubi, on a une très mauvaise visibilité sur ça, et au final, il s'est transformé juste en com de notre, pour nous, en fait. Par exemple, tout ce qui est formation, on ne sait pas vraiment, mais même tout ce qui est recrutement, on ne sait pas vraiment. Mais tu poses une bonne question. Tu poses une bonne question, Gunther. C'est vraiment ça, parce que je suis vraiment dans le dur pour te dire ce que fait un peu Zoubi, quoi, parce que et je l'attends justement quand je te dis, j'attends de voir qui va on amener à la formation là, tu vois, pour voir quelle identité, par exemple, ils vont apporter au centre de formation. Parce que là, Mathieu, ils ont vraiment mis un coup de balai au centre de formation, parce qu'il y a 22 contrats là qui sont résiliés là. Tu parles pour les joueurs ou pour les salariés du club? Pour les joueurs. Bah, c'est pas résilié, c'est qu'en fait à chaque année tu es obligé. C'est fin de contrat, je pense. Ouais, c'est fin de contrat, c'est de dire. Après, on était sur des générations qui ont été un peu creuses aussi, notamment les 2000. Donc là, on est on fait un peu de nettoyage, mais un peu comme dans tous les centres de formation, tu sais, t'en proposes. Moi, je vois le truc inverse quand même, hein, parce qu'après Camara, Rokia, Sarri, t'as signé 3 contrats pour l'an dernier, t'en signes 3 encore là, Marazovic, Chabrol et le petit Perrin. C'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il faudra voir justement l'identité que tu vas dégager dans ton jeu, dans tes équipes U13, U14, U15, U16. Je vais demander à FX qui s'est très peu exprimé sur le sujet. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Sinon, on passe à la prochaine partie. Je te prends en premier, FX. Vas-y. On est toujours sur la thématique et la confiance des dirigeants, de toute manière. Oui. Parce que de toute manière, moi, tout ce qui ne concerne pas l'équipe pro, j'ai une confiance, je ne vais pas dire aveugle, mais un gros capital confiance pour la direction. Après, pour l'équipe pro, comme je te dis, j'espère qu'ils vont avoir beaucoup appris de cette saison-là. J'espère que Garcia va tenir le coup, parce qu'on a vu à la Roma, sa deuxième saison avait été quand même beaucoup compliquée, que l'après-titre avec Lille avait été correct, mais pas fou non plus. Donc j'espère qu'il sera l'homme de la situation. C'est ma grosse énigme. Le recrutement, ouais, je leur fais confiance aussi. Je pense qu'ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient avoir du flair et aussi chercher de l'expérience sans forcément aller chercher du non clinquant. Donc c'est pas ce qui m'inquiète le plus finalement. Ouais, moi, l'interrogation se poserait plus sur Garcia. Arrivera-t-il? Parce que ces 6 premiers mois ont également été très bons malgré tout. Hein. Allez, on va passer à la troisième partie. On pourrait en dire beaucoup plus. C'est des sujets qui sont très bons à aborder. Mais là, on va attaquer le gros du sujet, à savoir les joueurs en eux-mêmes. Donc, je vais vous poser, je vais prendre 2-3 personnes à chaque fois par joueur. Vous allez me lâcher 1 ou 2 propositions par joueur. Donc, on y va. Je vais commencer avec mon ami Gunther, et c'est pas par hasard. On va commencer avec Steve Mandanda, donc 41 matchs pour 3312 minutes de jeu. Je rappelle qu'il est revenu en 2017. Alors le prix, on a mis quelque chose qu'on a trouvé, mais je pense pas que ce soit ça. 2 millions plus 6 millions en bonus, contrat jusqu'en 2019. Donc est-ce que la saison de Mandanda globale, Gunther, te satisfait? Quel contraste sa saison, parce qu'on a vu vraiment tout et n'importe quoi. On a vu des moments où on s'est vraiment dit vous voyez qu'on a bien fait de prendre Mandanda, et puis 3 semaines après il nous ridiculise match sur match. Donc pour moi c'est allez, pour reprendre le premier thème, verre à moitié plein, parce que j'en suis quand même à dire si on trouve pas meilleur, on se rend toujours pas fou, on garde Mandanda encore 1 an, ça me dérangerait pas, tu vois.
Ouais, alors je rappelle pourquoi il dit ça, c'est parce que pour nous, notre thèse lors du dernier talk, c'était je pense que vous avez compris. ça passe en plein milieu pour le pauvre Zambo Anguissa. C'était une erreur de sa part avant tout. Mathieu, qu'est-ce que toi tu en as pensé? Ce qu'on t'a pas entendu là-dessus, voilà. La saison sur Mandanda, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, je vous rejoins. Il y a eu du haut et du bas. Il sort quand même des énormes matchs contre Lille, Toulouse, voilà, Nice aussi en match aller. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu un gap incroyable par rapport au Pelé de l'an dernier qui fait quand même une bonne saison. On a vu que la défense marseillaise dans l'ensemble, c'est aussi lié à une équipe qui était aussi déséquilibrée, qui attaquait beaucoup, n'a pas encaissé beaucoup de buts, quoi, même plus que la saison dernière où on moquait Rolando, Fanny, etc. Mais Evra et compagnie, mais l'OM a pris plus de buts cette saison. Donc on a un petit gap franchi. C'est quand même de la valeur sûre. Donc pour l'instant, moi je garde largement. En me disant aussi, faut quand même préparer l'avenir d'ici l'été 2019, voire 2020, quoi. FX, vas-y, enchaîne. C'est juste pour souligner quand même quelque chose de moi qui me choque, parce qu'on parle de haut niveau, j'ai l'exigence du haut niveau, j'ai appris ça de Tapi, j'ai appris ça de Didier Deschamps. Quand tu vois qu'en finale tu commets cette erreur-là et que 3 jours après tu la reproduis, mais alors avec une exactitude totale et avec la même punition au bout, il y a quand même quelque chose qui me choque. Si le mec n'a pas appris d'une finale de Coupe d'Europe une erreur... Je pense qu'il ne veut pas assumer son erreur. Non, moi je vais vous dire un truc. Peut-être, Gunther, peut-être. La phrase, c'est, pour moi, Mandanda est au même combat, c'est fort contre les faibles. Ouais, c'est moi qui ai dit ça la semaine dernière. Et voilà. Vous connaissez la suite. Ouais, alors à l'heure actuelle, parce que... À l'heure actuelle, évidemment. À l'heure actuelle, parce qu'on a vu Mandanda planer sur la Ligue des Champions par le passé. Non. Mais attends, juste parce que, en fait, ce que je disais la semaine dernière, pour moi, d'un coup, tu vois, je repense toutes ces grosses bourdes dans les gros matchs, que ce soit équipe de France, à chaque fois je disais, c'est le hasard, OM Inter de Milan, ou l'inverse plutôt, Inter de Milan OM, c'est pas de chance, et au final, Lyon, pareil, je me suis dit, il a pas de cul quand même. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup quand même. Hein. Non, mais attends, Inter de Milan OM à San Siro, il te sort avant son expulsion à la fin, qui effectivement coûtera cher a posteriori à l'OM, mais il te sort 5 parades en première période. Ouais, c'est extraordinaire ce qu'il fait. T'es mort sinon. Heureusement, il a les capacités. En fait, moi je juge plus sur cette saison, les gars. Je veux ouais. vraiment qu'on reste sur la saison, sinon on n'a pas fini. Sur cette saison-là. Contre Lyon cette année, Lyon a été meilleur au Vélodrome. Ah, au Vélodrome, ouais. Non, au Vélodrome, pardon. Oui, toi tu penses à l'aller. C'est vrai qu'à l'aller, il te tue. Par contre, au retour, il retarde l'échéance parce que Lyon, on a quelques-uns au retour. On va avancer, les gars. On n'a pas trop le temps. Vous le savez, il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif. Je vais passer à Titi et Yoann Pelé. Donc, mine de rien, qui a fait ses 20 matchs cette saison, qui a dépanné malgré lui et avec encore beaucoup de justesse. Voilà, je crois que c'est fin de contrat cette année même. Donc, fin de l'aventure pour lui. Ou est-ce que toi, tu lui reposerais un an ? Qu'est-ce que tu en penses déjà de sa prestation ? Après, c'est une très bonne doublure. Il a l'expérience malgré son âge, 35 ans, je crois. C'est pas 35. Non, 2018 de ce que j'ai vu. Je crois qu'il a encore un an, moi. Ouais, c'est ça. Parce que je le vois sur. Bon, après, c'est source. Il est pas fin de contrat. Il lui reste un an de contrat. Non, il l'aurait dit, je pense, Garcia, parce qu'il a pas arrêté de nous dire qu'il y avait que Rolando en fin de contrat. D'accord. Bon, 2019. Non, il reste un an. Je pense qu'on va garder la même paire de gardiens pour la saison prochaine. Est-ce que tu en as confiance de cette doublette, de gardiens au final ? Oui, non, mais de toute manière, après, même si quand Steve est blessé, Yoann le remplace parfaitement. Après, c'est sûr, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, faut le temps qu'il s'en remette dans le rythme. Mais sinon, non, j'ai confiance entièrement aux deux gardiens qu'on a. Hein. D'accord. Bon, on va avancer parce que Florian Escalès, pour le moment, je pense qu'il a pas joué. On ne sait pas trop si c'est lui qui prépare l'avenir. Personnellement, je pense que non. Florian, pour moi, il n'a pas le niveau de la je pense que c'est compliqué pour lui. Donc, on va pas spéculer sur lui. On va avancer sur les joueurs. Attendez que je vous sorte la fiche. Voilà, donc on passe aux défenseurs maintenant, la ligne de devant qui a beaucoup joué. Alors, vous allez voir tout au long des fiches qu'au final, la plupart des joueurs
tourne autour entre 3000 et 4000 minutes de jeu. Il a vraiment bien fait tourner son effectif dans sa globalité. Donc j'ai commencé avec Amavi. Titi garde la parole parce que t'as pas trop parlé. Et Amavi, c'est 43 matchs pour 3200 minutes qui a comblé, je rappelle, le licenciement, enfin la séparation entre Patrice Evra. Patrice Evra. Comment tu juges sa prestation d'ensemble sur l'année? Voilà, lâche-toi. Je l'ai trouvé bon quand il a remplacé Tonton Evra. Ouais. Et je l'ai trouvé bon jusqu'à sa blessure. Et je trouve qu'il a eu beaucoup de mal à retrouver le rythme une fois qu'il est revenu de blessure. Je le trouvais pas serein du tout sur le terrain. Ou alors il avait des consignes de Garcia pour pas monter offensivement. Je pense pas. Mais dès qu'il arrivait à la ligne médiane, il restait, il montait plus, il faisait des passes en retrait. Dès qu'il est revenu de blessure, pour moi, c'était plus le même joueur. Je trouve qu'il a eu énormément de mal à revenir après sa blessure. Ouais, Mathieu, est-ce que tu penses que le joueur, en final, on l'a vu peut-être trop beau que ce qu'il était, ou il y a vraiment une baisse de régime que même lui, il s'explique pas? Il n'avait pas l'air de s'expliquer sa baisse de régime parce qu'il disait en fin de saison, avant Salzbourg, qu'il était revenu à 100% physiquement. Donc effectivement, est-ce qu'il touche pas un peu ses limites en ce moment? Ça paraît en tout cas assez pas mystérieux, mais effectivement, on retrouve un Jordan teigneux, mais pas toujours dans le bon sens, quoi. Ouais, pas dans les choix, dans la fluidité, quoi. Ouais, je suis d'accord. FX, est-ce que tu penses qu'à ma vie, je crois qu'il y a une option d'achat automatique dessus, il me semble, hein, si je me trompe pas. Oui, il est déjà là. Ouais, voilà, donc on l'aura quoi qu'il arrive l'an prochain, mais FX, est-ce que tu penses pas qu'il faudrait le garder à ma vie, mais en tant que doublure et aller chercher un vrai latéral gauche pour le coup? Le problème, c'est qu'à ma vie, pour moi, c'est le latéral gauche moderne. Et il nous l'a prouvé justement avant sa blessure. Donc là, il aura une vraie préparation. Non, moi je pense qu'il aura encore un gros joker à utiliser, donc je le massacrerai pas maintenant. Et puis comme on n'est pas en position non plus de faire des gros achats, je suis pas sûr que ce soit prioritaire en fin de compte. Sinon je te répondrais oui, évidemment, d'aller chercher un gros mastodonte, mais à partir du moment que c'est pas prioritaire et qu'on n'aura pas le budget pour se permettre des folies, du coup non, je laisse ma confiance à ma vie, sachant que j'ai vu que Sakai pouvait aussi très bien jouer à gauche et le fait bien, donc je ne touche pas. On va passer au prochain joueur, et là j'ai fait exprès de ne pas interroger Gunther, parce que le prochain joueur c'est Bounassar. Quel parcours, quel homme. Est-ce que quand il est arrivé, ou même un an après, est-ce qu'on se serait dit qu'il était dans l'équipe type d'une Coupe d'Europe en arrière droit? Vas-y Gunther, je te laisse parler de ton joueur favori dans cet effectif. Pour moi c'est digne, enfin c'est un miracle, hein, ce qu'a fait Rudy Garcia. C'est rien que pour ça en fait, rien que pour ça, mais respect éternel à Rudy Garcia, parce que j'ai beau avoir toujours défendu Bounassar, c'était juste dans l'idée on l'avait jamais vu en confiance. Mais jamais j'aurais imaginé qu'il serait capable de faire ça. Jamais j'aurais imaginé qu'il serait capable de faire ça. Donc moi, j'ai un respect dingue pour Rudy Garcia par rapport à Bounassar. Et moi, je veux pas qu'il parte, parce qu'il y a Energizer, je crois, sur Twitter qui demandait s'il fallait s'en séparer s'il y a grosse offre. Ah, franchement, Bounassar, là, c'est le cœur qui parle, je pourrais pas, moi. Je sais, c'était dans l'idée où il y a pas, à ma vie, tu vois, il faudrait un peu équilibrer. Peut-être vendre plus tard pour reprendre un autre de l'autre côté aussi. Bref. Est-ce que Mathieu, toi, tu peux expliquer que c'est l'état d'esprit du joueur qui est quand même assez incroyable, cette reconversion du coup? Ouais, c'est quelqu'un que moi j'ai une grande sympathie pour lui, parce que je trouve qu'il a surmonté beaucoup de critiques. Il a encore beaucoup de boulot, il faut pas l'oublier même, parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup à l'énergie sur la fin de saison. Il a parfois été gourmand. C'est monsieur Grand Pont, quoi, hein. Il tente un Grand Pont toutes les minutes. J'ai regardé, je me suis réinfligé la finale samedi, et c'est vrai que sur le troisième but, on voit erreur typique sur le troisième but où il sert Gustavo au lieu d'aller sur le joueur. On voit encore le latéral qui doit progresser sur tous ces petits gestes défensifs ou ces placements. Donc il y a encore une grosse marge de progression. Mais par contre, dans la façon dont il a su s'accrocher, parce qu'il a été beaucoup critiqué, c'est admirable, et c'est une chouette histoire pour
pour un type assez chouette qui met quand même pas mal de distance par rapport à toutes les méchancetés qu'il a pu avoir et qui est même gentil et qui est qui apprécie beaucoup les supporters de l'OM. Donc c'est assez agréable. Et juste, en fait, avant quand il est venu, justement, j'avais squatté les forums messins pour voir ce qu'il pensait de lui. Et justement, ça parlait de cette détermination, ce côté hargneux et qu'on avait vraiment toujours pas vu. Et je me disais, putain, mais un jour, on va le voir quand même, ce côté-là de Bouna. Ouais, en plus, j'aurais pas pensé à ce point-là. Il avait un côté, c'est ce que son entourage lui a dit. Il a changé d'agent et son entourage lui a dit l'été dernier. Il dit maintenant, il faut que tu arrêtes d'être un intermittent du spectacle. Parce que quand tu veux, tu peux être très très bon. Mais par contre, il faut que tu arrêtes de te dire t'es en Provence, t'as la piscine, t'as la belle vie, tu fais des barbecues avec les coéquipiers parce qu'il est très apprécié du vestiaire. Donc c'est bien, mais maintenant il faut il est bien entouré, quoi. C'est ça l'avantage. Il faut que tu aussi, et puis lui il s'est remis en question. Par exemple, c'était un gros fumeur de chicha, Moulin. Oui. Et maintenant, il va peut-être en fumer une ou deux là, pendant les vacances. Mais pendant la deuxième partie de saison, il a fait très très attention à ça. Il a compris que il fallait. C'est beau, on a envie de se dire, c'est un peu tard quand même, Moulin, t'as déjà 26 ans. Mais c'est bien parce que il s'est relancé, il s'est remis dans le droit chemin. On va avancer, et ça c'est bien. Parce que sinon on va y passer des heures. Je vais lancer Titi sur Sakai. Pareil, 46 matchs, à jouer à gauche, à droite, état d'esprit irréprochable. Le mec, il n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Il arrive gratuit, je vous le rappelle, messieurs, gratuit. Et ça, c'est encore un coup de l'ancien air. Et au final, on n'a pas envie non plus de le laisser partir. En contrat jusqu'en 2021, Titi, vas-y, dis-nous ce que tu penses de. C'est Mathieu. Un vrai soldat. Il est irréprochable sur tout ce qu'il a fait cette saison, que ce soit à droite ou à gauche. Un combattant, jamais fatigué, il n'a jamais rien non plus. Une très bonne surprise. Je ne pensais pas qu'il atteindrait à ce niveau-là. Et plus la saison avançait, et plus il m'a confirmé dans mon optique que c'était même un très bon défenseur. Est-ce que FX, tu penses pas que c'est ce genre de joueur qu'on veut à l'OM, quoi? C'est-à-dire ce joueur hargneux qui a un état d'esprit irréprochable et même s'il brille pas techniquement, au final il a ça qui le sauve, quoi. Quand en début d'émission j'ai dit le verre à moitié plein au niveau des émotions, c'est parce que des mecs comme lui et Ocampos ont donné ce plus à cet effectif. Donc je vais te répondre oui à 100%. On a besoin de technique, ça c'est évident, on a besoin d'expérience, mais on a aussi besoin de cette générosité. Donc tu vas chercher 2 joueurs de ce niveau-là. Cet OM de la saison prochaine pourrait être encore un peu plus dynamique. Ouais. Donc oui. Allez, on va avancer. Rami. Rami qui est un de ceux qui a produit le plus de jeux en termes de temps de jeu cette saison, avec 2 buts et 2 passes décisives quand même à son actif. Gunther, je te lance dessus. Pour un joueur dont tout le monde disait que c'était un joueur en fin de carrière, trop vieux ou trop ci, trop là, au final il s'est imposé taille patron avec encore une fois, de toute façon on le dira pour quasiment tous les joueurs, un état d'esprit irréprochable. Vas-y, lance-toi sur Rami. Alors Rami, moi j'ai un petit problème en fait par rapport à Rami parce que dans ma tête avant la saison, je voulais absolument 2 défenseurs centraux et c'était Abdenour et Rami. Et donc c'est horrible, je peux pas me vanter que oui j'avais raison parce que de l'autre côté c'est une catastrophe. Mais bon, je suis super content pour Rami. Je trouvais qu'on le jugeait trop sur ses performances en équipe de France alors que le mec il débarquait au dernier moment et tout. Donc moi je suis juste super content pour Rami et je pense que des Bounassar, des Zambo, même peut-être le Camara, même si je pense que ça c'est de nature en lui. S'ils ont ce caractère qui nous a impressionné cette saison, c'est grâce à Gustavo, grâce à Rami. Et moi je veux un groupe d'experts. J'ouvrirai une petite Juventus à l'Olympique de Marseille. Plus de Rami, plus de Gustavo. Et moins de jeunes parce que je pense que c'est un marché qui est embouteillé. Je vais en profiter les gars pour remercier Kanto51 qui vient de s'abonner avec Twitch Prime. Merci à toi pour le soutien mon pote. C'est très très gentil à toi. On va avancer, on va passer à moins que tu veux dire quelque chose de plus FX sur Rami. Ouais, moi je me souviens qu'à l'époque on avait recruté Azpilicueta, un inconnu et vraiment qui avait été un joueur phénoménal. On va chercher aussi Rami. Quand on va chercher du côté de l'Espagne qui est maintenant devenu le meilleur championnat d'Europe,
Et de toute manière, même en compétition européenne, c'est la meilleure nation, point barre. Il faudrait peut-être aussi se creuser, d'aller voir ce qui se fait en Espagne. Et Rami en est l'illustration parfaite parce qu'il a apporté ce que les Espagnols ont tout au long de la saison. Et moi, il m'a impressionné pour ça. Ouais. Allez, on avance les gars. On va passer sur Rolando. Alors on enchaîne un petit peu vite, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous savez, il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif. Je vais partir sur Titi avec Rolando. Donc 45 matchs quand même, 3251 minutes. Il a fait la majorité de la saison aux côtés de Rami et ça s'est plutôt bien passé. Ce but qui nous a amené au Nirvana. Donc ça y est, c'est sa fin de contrat aussi. Est-ce que tu le re-signes un an, Rolando, ou pas, Titi? Je lui dis merci pour tout ce qu'il a apporté à l'Olympique de Marseille, mais je ne le re-signe pas, je le laisse signer ailleurs, un dernier gros contrat, mais je pense qu'il faut tourner la page et prendre un autre défenseur central. Est-ce que tu penses... Ouais, vas-y, Gunther. Méga grosse blessure là, Rolando d'ailleurs. Ouais, rupture du tendon, il me semble. Rien que pour ça, désolé, mais moi, je le soigne, mais je le garde pas. Ouais, Mathieu, est-ce que tu penses que la tendance est plutôt à le conserver, même si Rudy, même s'il s'est fait cette blessure là? Ouais, la blessure fait quand même mal. Après, Rolando, surtout, ça lui fait mal parce que je pense qu'il aurait eu des offres de 3 ans de contrat ailleurs, en fait. Parce qu'il avait une bonne cote, tout ce qui est Russie, Portugal, etc. Il avait quand même donc déjà des clubs qui auraient proposé plus longtemps que l'OM, ce qui, à mon avis, aurait fait basculer sa décision. Là, aujourd'hui, j'ai envie de lui dire qu'il se retrouve un peu le bec dans l'eau, quoi. Donc ça va être compliqué, effectivement, si ça va dépendre des offres qu'il a, combien de temps il est blessé, s'il est blessé et que l'OM lui propose un an, pourquoi pas, mais l'OM a déjà tellement de dossiers au niveau du dégraissage que... On va en parler de toute façon du dégraissage. On va avancer, Camara, donc c'est le petit nouveau, hein, le new kid de cette année, 14 matchs quand même, 991 minutes, c'est plus qu'Abdenour pour vous dire, une passe décisive, et il a signé son contrat pro là. On l'avait un petit peu d'ailleurs critiqué parce que ça avait traîné en longueur, etc., etc. Force est de constater que le jeu en valait peut-être la chandelle avec ce jeune-là. FX, est-ce que toi, dès l'année prochaine, tu te dis que ça y est, on va pouvoir l'inclure à la rotation totale et lui donner beaucoup plus de temps de jeu? Je suis content que tu me poses la question maintenant et pas en début de saison ou même pas cet hiver, parce que voilà, il a fait son année de semi-apprentissage. Là, je pense qu'il peut clairement avoir un peu plus de temps de jeu, surtout qu'il a de l'expérience de Coupe d'Europe, avec des échéances importantes, notamment à Salzbourg. Là, contre Amiens, même si c'était pas des foudres de guerre devant, mine de rien, sa prestation était plus que convaincante. Il a franchi un petit palier, ça s'est vu visuellement, ça se voyait, notamment aussi son repositionnement contre Dijon. Donc, ouais, je pense que là, à la rigueur, si tu gardes pas Rolando et que tu vas quand même aller chercher un titulaire aux côtés de Rami, c'est le troisième parfait défenseur. 3, voilà, qui aura plus de temps de jeu et qui fera la rotation qu'a fait Rolando cette année. Ouais, Gunther, je te laisse partir sur Camara, vas-y, dis-nous. Non, mais en plus, il nous a prouvé une sacrée polyvalence. Milieu défensif, défenseur gauche. Droit. Je pense que. Aussi. Oui, en plus c'est vrai, défenseur droit aussi. Et vu qu'on a recruté à l'époque Sertic pour sa polyvalence, je pense vraiment déjà en plus Garcia, quand il lance des fleurs à un joueur en conf, c'est que vraiment ça lui a fait plaisir ce qu'il a vu. Et en conf, il en a dit du bien de ce petit Camara après l'avoir testé plusieurs fois. Donc ouais, je pense que ça va devenir le troisième. Je pense vraiment que ça va devenir le troisième, ne serait-ce que pour qu'il y ait logique de toute façon dans ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est très méthodique sur des trucs comme ça, Rudy Garcia. Donc pour moi, il sera troisième et tant mieux. On avance les gars, donc là c'est le dossier un petit peu difficile. Peut-être nous on n'a pas trop d'infos de ce côté-là. Est-ce que Mathieu tu en as plus sur Abdenour? Donc 14 matchs, 680 minutes. Est-ce que il a le truc qui lui permette de renouveler un an de plus? Oui, de toute façon, je pense que, en tout cas, les différentes parties nous disaient en cours de saison que c'était activé la deuxième année de son prêt. Oui, mais bon, après, ça se négocie, tout se négocie. Lui, il va pas non plus rester une année comme ça
Voilà, c'était dur pour lui de perdre une place en Coupe du Monde, etc. Donc je pense que lui aussi a intérêt à quitter l'OM. Donc les différentes parties devront trouver une solution. À mon avis, ça s'arrangera. Ça me semble pas le dossier le plus compliqué. Allez, on avance et on part sur les milieux de terrain. Donc Titi, je commence avec toi. Je vais te lancer sur un gros morceau. Le joueur, je crois bien, de l'effectif qui a fait le plus de matchs cette saison, Luis Gustavo. 53 matchs, 4349 minutes, 6 buts, une passe décisive. Arrivé à l'été 2017 pour, j'ai pas les sommes exactes, mais environ 10 millions. Et un contrat jusqu'en 2021. Je te laisse commencer sur Luis Gustavo. Vas-y. Moi, je suis pas étonné du tout parce que je le suivais déjà quand il était au Bayern de Munich, même quand il était à Wolfsburg. Donc, pour moi, c'était pas une surprise quand il a signé ici. C'est réellement un très grand joueur. C'est un top européen. Et de toute manière, on l'a vu cette saison. Hein, c'est pratiquement une ineptie qu'il n'ait pas été désigné dans les 4 meilleurs joueurs de Ligue 1 cette année. Donc, et sélectionné peut-être au Brésil aussi. Non, après, au Brésil, non, il y a que des, à son poste, il n'y a que des top joueurs. Il y a... ouais, il y a les Paulinho et compagnie. Là. Paulinho, puis l'autre, Fernandinho aussi. Fernandinho, tout ça, il n'y a que des monstres à son poste. Et puis ça fait un moment qu'il est plus sélectionné en équipe du Brésil depuis la finale, la demi-finale. Oui, la fameuse. C'est son choix personnel. Ouais. Ah, c'est son choix personnel. Oui, c'est lui qui a fait une rupture avec la Seleção en fait à cause de Dunga, je crois même. Mais il y a eu Scolari, mais il a eu des embrouilles. Hein, et c'est lui qui a décidé d'arrêter. Après, il s'est quand même dit qu'il était potentiellement sélectionnable parce qu'il y a eu du changement à la tête de la Seleção, mais ça avait été un choix personnel. Je vais te laisser la parole, Titi, mais est-ce que tu penses pas qu'on l'a... Alors, c'est dommage parce qu'on n'avait pas trop le choix à ce moment-là, mais est-ce qu'on n'a pas gâché un petit peu sa fin de saison en le laissant défenseur central? On avait peut-être besoin plus haut, non? On en aurait eu largement besoin au milieu de terrain, mais après, vu les blessures et les suspensions dans l'effectif, il a fallu faire des choix. Hein. Après, c'est compliqué. Hein. Donc, qui on aurait mis derrière après, il a assuré l'intérim avec autant d'aisance que son poste de milieu de terrain. Donc, mais je pense que la saison prochaine, il faut le laisser au milieu de terrain. Il faut recruter... un défenseur central, les laisser au milieu. Je vais le mettre les pieds dans le plat, Mathieu, mais est-ce que... alors, c'est peut-être rien à voir, mais est-ce que le fait qu'on ne soit pas qualifié en Champions League, est-ce que ça peut lui mettre la tête ailleurs, quoi, Gustavo, au final, qui sort d'une très bonne saison? Je pense pas. Je pense qu'il est heureux à Marseille. Je pense qu'il a trouvé un cadre, une équipe, un coach qui lui plaise, ce qui n'était plus trop le cas à Wolfsburg où sur la fin, là on sentait par contre une vraie usure, une vraie lassitude de ce projet de Wolfsburg qui s'était aussi effondré en cours de route. Donc on n'en est pas là. Après, ça dépend toujours des offres. C'est sûr que si demain un gros club anglais ou un gros cadre européen arrive et dit on propose ça, ça peut peut-être ébranler sa foi, mais en tout cas on n'en est pas du tout là et je pense qu'il est non mais je pense qu'il est voilà, sauf retournement de situation, il sera là à 99% l'an prochain. Enfin il y a pas de, moi c'est pas le truc qui m'inquiète sur ce mercato, tu vois, sur les sujets qui vont donner du boulot, quoi, tu vois. Allez, on va avancer. FX, je vais te lancer sur le maestro, le capitaine. 45 matchs, 3169 minutes, des pleurs, beaucoup de pleurs, il nous a fait de la peine, beaucoup. 10 buts, 20 passes décisives quand même cette saison. Arrivé pour 29,5 millions plus ou moins. Contrat jusqu'en 2021. Je parle bien évidemment de Dimitri Payet. Vas-y, lance-toi. C'est vraiment un capitaine merveilleux parce que si vous regardez bien, il est totalement l'image de notre saison. Un début assez calme, après il commence à accélérer, il finit par du champagne et finalement au moment crucial, le mec il perd absolument tout et ses larmes ce sont aussi un petit peu les nôtres. Donc je pensais pas qu'il pouvait autant symboliser le club parce que toute la saison du club correspond parallèlement à sa saison personnelle. C'est assez hallucinant, mais voilà, je suis fier de lui parce que il a montré que c'était le maestro. Il a pris des responsabilités aussi, et ça j'adore ça. Donc il n'a pas été que leader technique, il a aussi été leader mental.
Donc, oui, saison réussie. On pourrait apporter quelques petits bémols, comme un démarrage assez lent, mais non, ce soir, j'ai pas envie d'en parler, j'ai envie de le féliciter. Ouais, Moi- Gunther, vas-y. Et Moi, après, on avance. au final, ce qui m'a le plus impressionné, au-delà de le revoir à son top niveau, au moment où j'y croyais plus trop, c'est l'homme qu'il est devenu sur le terrain et en dehors, grâce à ce brassard de capitaine dont tout le monde doutait de l'intérêt. Et moi, franchement, je pense vraiment que c'est ça qui fait que en fin de saison, il a été le bonhomme de l'Olympique de Marseille, alors que t'as des Rami, t'as des Gustavo. Moi, ça m'a impressionné en tout cas. Ouais. On va passer au prochain joueur. Je suis désolé, il faudrait en dire plus sur Payet. Sa saison est énorme, mais il y a encore pas mal de joueurs. Donc il y a Zambo Anguissa, le héros malheureux de cette finale, qui d'abord commence très très bien le match et limite le meilleur homme sur le terrain. Et bah, ce contrôle manqué. Donc Mathieu, Zambo, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, revenons aux sources, il est arrivé pour 300 000 euros ce joueur. Il n'avait pas eu de post-formation. Est-ce qu'il t'impressionne, toi? Même pas, Julien. Je Même crois pas qu'il est arrivé pour rien du tout, hein, parce que Ouais. tu sais, c'était le moment où ils ont refourgué Baptiste Aloé en prêt à Valenciennes Ouais, comme ouais, un ouais. défenseur central. Et Zambo, il est arrivé à ce moment-là parce que Lamoune avait des bonnes relations avec David Le Frappeur, qui était à Valenciennes, et parce qu'il voulait aussi pousser Nicolas Nkoulou, qui a le même agent que Zambo, à prolonger, donc en ramenant un petit frère. Il est arrivé, il avait un contrat de 2700 euros brut voilà, par mois. Ouais. Il y a cela 3 ans. C'est une très belle progression. Franchement, c'est une très belle progression. Il a été des moments, mais ça représentait un peu l'OM de cette année où quand il y avait des creux, et ben, il y avait des mecs qui émergeaient pour tenir la baraque. Quand Gustavo était moins bon, il y a eu un autre, et puis ainsi de suite. En fait, c'était pas mal l'OM parce qu'on l'a vu, vous parliez de Payet. En fin de saison, Thauvin était complètement essoufflé et c'est Payet qui a pris le relais. Donc c'est intéressant. Anguissa était là sur des moments très importants. Ce match à Nice après Salzbourg, par exemple. Ce match à Caen aussi, 3 jours après Strasbourg et 6 jours après OM Rennes en janvier. Donc il a fait une bonne saison. Il doit encore gagner en justesse technique dans ses frappes, au moins les cadrer, dans ses contrôles, cruellement, voilà, même si on a vu que c'était plus compliqué que son simple contrôle parce que Sanson arrêtait le même samedi soir. Donc voilà, il y a encore de la marge, mais c'est une vraie satisfaction et un des vrais prospects de l'OM. Et puis en plus, je sais pas si tu l'as dit, mais l'état d'esprit, j'ai rarement vu ça. Je me rappelle, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est ce refus de partir en sélection. Pas comme ça, mais parce qu'à l'époque, l'OM en avait vraiment besoin. Alors l'état d'esprit, il a été que souvent Rudy Garcia sort des joueurs quand ils sont pas bons et voilà. Et lui, il l'a parfois sorti ou ne l'a pas mis quand il avait malgré le fait qu'il était bon. Et malgré ça, il ne s'est jamais désuni, il n'a jamais voulu au coach ou aux coéquipiers. De ce côté, notamment quand Maxime Lopez est un peu revenu plutôt devant lui en avril, et il s'est arraché, et voilà quoi. Enfin, non, belle mentalité, mais comme beaucoup de joueurs dans l'effectif. Ouais, D'ailleurs, sur sa mentalité, du coup, j'ai trouvé encore plus dur les critiques qu'il y avait eu par rapport à sa déclat avant le PSG. C'était complètement faire abstraction du personnage et des autres interviews. Je pense qu'il a où tu parlé vois comme un clairement jeune, il a pêché par voilà. Et j'ai trouvé ça dur. Puis en fait, comme j'avais dit à l'époque au Phocéen, il l'avait dit, mais ça va paraître fou, mais dans un point de vue presque même tactique en fait, parce que Franck il se considère comme un soldat, un peu comme vainqueur l'an dernier. C'est des mecs qui sont là pour faire mal à l'adversaire, pour aller au mastic, pour aller au carton, comme il a fait au Classico au Parc, comme il avait fait même à l'aller contre Neymar, où il avait fait déjouer Neymar, comme là 20 minutes sur Griezmann qui n'a pas lâché d'un centimètre. Donc il vous disait, je vais les exposer, mais genre physiquement, un peu comme c'est un peu un match de boxe aussi le foot. Et il le disait comme ça, il n'y avait aucune once de présomption. Et en plus, on lui a beaucoup reproché ça alors qu'il n'a même pas joué. Donc, en plus s'il n'avait pas joué, il n'avait pas été à la hauteur de ses paroles, là, j'aurais été le premier à le critiquer. Je trouve qu'on lui a fait un mauvais procès, effectivement. Allez, on avance un petit peu sur Sanson. Titi, je te lance là-dessus. 49 matchs quand même. Je pensais pas autant. 10 buts. 3 passes décisives. Il a fait limite l'inverse de ce qu'il faisait l'an dernier, c'est-à-dire il marque plus que ce qu'il fait de passes. On a quand même, moi je trouve, qu'on utilise mal Sanson, enfin ce système ne lui correspond pas en tout cas, et on est en train, il a eu une saison en demi-teinte, là il revient bien. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison, toi? Sa saison, elle est montée crescendo jusqu'à cette fin de saison. Il a été de mieux en mieux. Après, c'est la doublure à Dimitri.
Après, on peut le mettre, son poste, c'est plus un 8 qu'un 10. Il peut jouer 6 aussi. Mais après, dans le système, je pense qu'il peut rester doublure à Dimitri. Je pense qu'il peut couvrir les deux postes, toi. Oui, il peut couvrir les deux postes, voire même être 6 en cas de manque. Parce qu'en plus, il a cette faculté, il a ce coffre pour, même si Dimitri il lâche le côté gauche, Morgan il peut le faire sans problème parce qu'il a le coffre pour faire les replis défensifs et tout. Donc non, je pense une très bonne saison de Morgan. Je trouve que par rapport à sa première saison, quand il est arrivé, il monte en gamme et je pense que l'année prochaine, il peut même encore nous étonner. Mais toi, est-ce que FX, tu fais ce même constat ou tu vois quelque chose de différent? Ouais, la saison est beaucoup trop difficile à juger et en fait c'est horrible parce que sur l'ensemble de la saison je vais pas savoir quoi dire parce qu'il m'a épaté autant qu'il m'a alors profondément déçu. Mais par contre en fait c'est pourquoi j'interviens, c'est par rapport à la finale. En deuxième mi-temps je me suis focalisé sur lui parce que là où tout le monde avait pris un coup derrière la cafetière, lui je l'ai regardé, il a jamais lâché et ça a été le seul. Ça a été le seul. Qu'on me dise pas oui mais un tel. Non, je vous assure, des tribunes, je regardais sur son visage, il avait l'envie, il avait la niaque et c'était pas assez. Tu voyais bien qu'il pouvait rien faire le pauvre. Mais là, vraiment mouiller le maillot, il l'a fait ce mercredi. Et en fin de compte, je voulais absolument le souligner. En fait, en finale, il a été exceptionnel de par son attitude. Et un gars comme ça, j'aurais toujours du mal à le tacler ou en souhaiter du mal, quoi. Donc, j'espère que, et son but est exceptionnel d'ailleurs samedi. Donc voilà, j'espère que c'est ce Sanson-là qu'on aura en permanence la saison suivante. Sanson, le problème c'est tactique en fait. Je me demande si on est dans le bon schéma tactique pour lui et tout. Même s'il y a du mieux, je reste quand même moi très déçu par rapport à l'année dernière personnellement. Ouais, mais après l'année dernière, bon, on a vu les chiffres de l'an dernier, mais il avait quand même commencé à Montpellier où le jeu passait quasiment tout par lui. On a été un peu faussé peut-être sur ça. C'est vrai qu'il fait beaucoup moins de passes. Il est plus vraiment mis à ce poste-là. À voir l'année prochaine. Oui, après je vois pas qui part. On va passer sur Lopez. Donc le petit Lopez qui quand même a fait ses 41 matchs, 2331 minutes, a été souvent titulaire dans le système de Rudy dans les matchs européens. Donc c'est qu'il lui accorde quand même une grosse confiance dans son plan de jeu. Mathieu, est-ce que tu penses que Lopez a encore cette marge de progression ou parfois moi je l'ai vu un petit peu stagner? Qu'est-ce que tu en penses? Allô? Mathieu n'est plus là. Ah, pardon les gars, excusez-moi, j'avais disparu. Oh. Lopez, effectivement, on va dire que c'est une saison d'apprentissage, quoi. Après la saison de la révélation où il marchait un peu sur l'eau, il a été souvent dans le dur cette saison. Souvent pas à la hauteur des grandes attentes et des immenses attentes qu'on fond dans lui. Mais il s'est accroché, je note ce côté-là, il s'est accroché, il a fait un excellent match contre Leipzig le 12 avril au retour, donc ça lui servira beaucoup, et à ce côté je doute pas trop, quoi. Moi je trouve qu'il a pas trop douté malgré les problèmes, malgré un système de jeu qui, comme vous le disiez pour Sanson, ne lui bénéficie pas trop. Comme Sanson, il était beaucoup mieux dans un 4-3-3 au milieu. Donc voilà, une saison d'apprentissage. Je l'ai pas. Voilà, on va lui mettre 5 sur 10, on va dire, de moyenne. Ouais, loin de pas mal de joueurs qui ont été plus performants. Mais en même temps, j'oublie pas qu'il a 20 ans et que c'était sa deuxième saison à ce niveau-là. On va finir sur lui et on passe aux attaquants. Juste une dernière question, Mathieu, sur Lopez. Est-ce que tu penses qu'il a réellement, comme certains le louent, une bonne cote dans d'autres pays? Alors ça, on avait été embêté là-dessus sur lui, tu sais, quand on avait fait le comparatif avant le Classico des effectifs parisiens et marseillais, parce que et on l'avait remonté finalement, parce qu'effectivement, il y en a qui vont te dire c'est le genre de joueur qui, en Ligue 1 par exemple, il serait à 3 ou à Amiens, il aurait du mal à exister. Dans une équipe qui a peu le ballon et qui a d'autres valeurs, on va dire, qui sont plus du combat. Ouais, du combat, ouais. Donc tu le verrais peut-être pas trop dans ces équipes-là, tu vois. Tu le mets à Amiens, je suis pas sûr que tu le vois des masses.
ou alors autant que mon conduit. Par contre, effectivement, dans un jeu de possession, dans un style beaucoup plus espagnol, il a une vraie cote, et ça c'est vrai, il y a beaucoup de clubs espagnols qui l'aiment beaucoup, donc on avait rehaussé sa valeur, il a encore une vraie cote, Maxime. Bon, voilà, on peut se dire qu'il est quand même dans une progression de ce côté-là. On va passer aux attaquants, messieurs. Alors parce que comme on est très très en retard, on va faire des cas particuliers pour Thauvin et Ocampos, et on va grouper les 3-9, parce qu'au final, la prestation des 3-9 a été quasiment unanime. Donc Thauvin, on va aller vite, 52 matchs, 3725 minutes, 25 buts, 13 passes décisives. C'est exceptionnel, je le voyais. Moi, je voulais pas le lâcher à l'époque où ça allait moins bien, mais je pensais pas qu'il était capable de ça. Il finit sur les rotules, très clairement. Voilà. Est-ce que FX, tu penses que Thauvin, ça y est, on a trouvé un Thauvin qui va confirmer d'année en année, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que je vais réussir à me contredire là, sur ce que je vais le dire, donc ça, c'est assez costaud. En fin de compte, quand tu vois ces statistiques, on a tous compris qu'il les faisait surtout contre les pas gros. Moi, ça me suffit, parce que si tu peux faire 22 buts, on se passe sur l'ensemble d'une saison, c'est largement ce qu'il faut pour aller chercher justement des trucs à la fin de la saison. Or, on n'est pas allé chercher les trucs à la fin de la saison, parce que contre les gros, il nous a manqué ça, et Thauvin n'a pas su le faire. Mais c'est là où on doit recruter des mecs qui sauront le faire. Et tu sais que l'OM sera toujours fort parce qu'on aura Thauvin pour aller prendre tous les points possibles contre les équipes supposées être égaux ou en dessous de nous. Donc c'est important un joueur comme ça. Je rappelle que Manchester City avait déjà été champion sans battre un gros. Marseille a presque réussi à le faire cette saison. Donc Thauvin est un joueur idéal pour une saison régulière. Il peut se louper 6 matchs s'il en réussit derrière 28. Ouais. 32 même. Titi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Thauvin? Après, oui, je veux bien rajouter quelque chose, parce que Thauvin, au match aller contre Paris, on l'a vu, il a quand même marqué un but, et puis il avait fait un bon match quand même. Après, Florian, il brille quand le collectif brille, mais quand le collectif n'est pas là, il n'est pas là, c'est tout simplement. Il n'arrive pas à rehausser le niveau, c'est ça que tu veux dire? Il n'arrive pas à tirer l'équipe à son compte, quoi. Il a plus de mal dans les gros matchs, et le collectif ne suit pas. Ouais, c'est plus facile pour lui de tirer l'effectif quand on joue contre des équipes plus faibles, mais contre les gros, si le collectif n'est pas au summum, Florian, il a du mal aussi. Ouais, c'est l'histoire de se dire que Payet, lui, est capable de hausser son niveau de jeu au milieu d'un collectif plutôt moyen, alors que Thauvin... Alors après, ça fait que 2 saisons que Thauvin joue vraiment à ce niveau-là, et je pense que à l'avenir ça va arriver, quoi. Il va arriver un moment où il va arriver à tirer le collectif avec lui, parce qu'il aura pris un peu de la maturité, mais je veux pas tirer non plus sur l'ambulance. C'est vrai que cette année c'est un peu fort contre les faibles, et après c'est plutôt moyen contre les gros, pas catastrophique, attention, mais voilà. Après Thauvin, c'est quelle saison, et merci à lui encore une fois, parce que clairement les résultats sont là grâce à lui aussi. On va passer à un nouveau joueur, Ocampos. C'est aussi un des chouchous de Gunther, donc je t'envoie dessus. 49 matchs, 3003 minutes, 16 buts. Il avait fait une petite bourde en début de saison en disant ouais, cette saison je marque 20 buts, et après il avait dit non, plus 10 finalement. Il est à 16 buts et 4 passes décisives, donc ça fait plus de 20 fois décisif. Donc vas-y. Alors, ce qui est bon avec Ocampos, c'est un profil complémentaire c'est complémentaire au reste du 11, on va dire, mais même essentiel dans un groupe, parce que c'est toujours bon dans les moments mous d'avoir un mec qui est capable de secouer tout le monde, ne serait-ce que par son énergie. Et tu vois le mec courir comme un fada, écoute, allez, je vais m'y mettre moi aussi. Et c'est pas pour rien qu'il marque de la testicule droite, de la fesse gauche. Et donc, je trouve vraiment, moi, encore une fois, pour moi, c'est Rudy Garcia. Je vais juste poser la question à Mathieu. Est-ce que, moi, je vais te dire la vérité, je le voyais jamais venir, ce joueur. Est-ce que tu l'attendais, même s'il n'est pas exceptionnel techniquement, mais en tout cas à ce niveau-là, Ocampos? Non, je l'attendais pas aussi constant dans l'effort, en tout cas, sur toute une saison. Je l'ai redécouvert parce que je l'avais vu un peu sous Bielsa, mais un peu sous Mitchell, mais il n'avait pas beaucoup joué quand même sous Mitchell. Et puis je suivais un peu moins l'OM à ce moment-là quand j'étais à l'IB. Donc il m'a surpris sur une année pleine comme ça. Après, moi, à titre personnel, je suis pas ultra fan parce que pour moi, c'est un soldat, et à ce poste-là, je préférais un mec quand même plus technique, qui crée, quoi. Je préfère c'est con à dire, mais je trouve qu'il a encore du mal à s'entendre avec les autres. Alors, le match d'Amiens va me faire démentir ce que je dis, parce qu'il a été très bon contre Amiens, même dans son entente avec ses coéquipiers.
Mais par contre, ouais, dans le QI foot encore, j'attends plus. Alors après, c'est peut-être un genre de joueur qu'il faudrait mettre soit au poste de latéral gauche, soit même en avant-centre, parce qu'il a aussi quelque chose, un peu comme Thauvin d'ailleurs, qui serait un très bon avant-centre, je pense. Et on lui reprocherait moins de manger des ballons, etc., et de pas jouer avec ses coéquipiers. Mais voilà, peut-être une question de poste aussi, quoi. Mais après, voilà, il est très louable quand même. Je vais reprendre la parole. Attends, 2 secondes. Est-ce que Titi, si tu as un haut-parleur, fais attention, on a un retour, un écho. Ah, j'ai pas fait gaffe. D'accord. Ouais. Donc, juste vas-y. pour finir sur Campos, c'est juste que je loue sa qualité, mais évidemment, je préfère un mec méga technique à ce poste. Mais dans un groupe, je pense que rien que ce profil-là, ça reste essentiel quand même. Oui, bien évidemment. On va passer sur les 3-9, les gars, parce qu'on n'a pas le temps de les aborder chacun à leur tour. Donc on va les prendre les 3 en même temps. Clairement, certains disent on a joué 109 cette saison. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve même qu'on est parfois un peu dur, notamment avec des Germains qui ont été quand même décisifs cette saison pour une première année arrivé à l'OM. C'est sûr que, en fait, on le catapulte à un rang. Alors qu'on l'avait pas recruté pour ça à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pas dû être notre 9 titulaire, je ne pense pas. Ça a été provoqué par, je pense, les blessures successives de Mitroglou et parfois son manque d'efficacité. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui se dit un petit peu en interne sur ce 9? Est-ce que c'est problématique? L'OM, en tout cas, le groupe va te dire que c'est pas si problématique que ça, parce que si aujourd'hui Florian Thauvin a les stats qu'il a, c'est aussi parce qu'il a bénéficié de ce neuf, par exemple comme Germain, qui se sacrifie un peu pour l'équipe, ou alors de ce vide laissé sur certains matchs. Donc finalement, tu vois, c'est comme c'est les vases, l'un se désemplit, l'autre se remplit, donc ça communique. Donc ça c'est plutôt le côté positif que dira le groupe après cette belle saison. Pour ce qui est du public, effectivement on attendait plus, on attendait un grand attaquant, et ça la direction, encore une fois, elle s'est plantée un peu là-dessus en nous vendant un grand projet, alors que Mitroglou n'est quand même pas ce grand attaquant-là. En tout cas, il a été trop souvent intermittent du spectacle ou blessé. Et notre ami Valère Germain est plutôt un attaquant d'appoint. Et NJ, j'en parle même pas, c'est quand même quelqu'un d'assez limité, même si il a souvent. On parle pas mal de NJ devant moi, tu le sais, Mathieu. Je sais, mais bon, Konyaspor ou Amiens, merci quand même Clinton d'avoir été là, ou Dijon pour la première journée. Et de nous avoir qualifiés, et voilà, le but de Salzbourg, et puis il a été utile, utile. En attaquant d'un point. Mais n'empêche que je fais partie de ceux qui pensent que si l'OM avait eu Baffé en pointe avec cette équipe-là cette saison, ou Aboubacar, ça aurait pu faire encore plus mal. Voilà, on aurait pu encore franchir un gap. Thauvin aurait eu moins de buts, mais on aurait peut-être eu un peu plus plus de résultats. Et Fix, pour terminer sur cette partie, sur les 3-9, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais bon, je pense que globalement le bilan est décevant pour tout le monde. Après, chacun a eu son utilité à un moment donné, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Quand tu vois que Lyon a pu aligner 3 joueurs capables de mettre 18 buts, c'est beaucoup, c'est énorme. Et que nous, malheureusement, aucun n'a pu dépasser les 10 en championnat. Ça pique un petit peu, ça fait un petit peu mal. Après, le ratio de Mitroglou, mine de rien, il va être finalement excellent. Et pourtant, c'est quand même un joueur super compliqué et qui fait quand même pas mal grincer des dents. Mais si on fait le ratio temps de jeu, efficacité, il va nous bluffer. Mais c'est pas suffisant. On est l'Olympique de Marseille. Et la place qu'on n'a pas sur le podium, c'est aussi ce manque-là qu'on a eu devant. Oui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? On passe très rapidement, s'il vous plaît. Faudrait juste rappeler aux gens quand même que Clinton aussi a un bon ratio. Et après Thauvin ou avant Thauvin, c'est Mitroglou et Clinton quand même qui... Ouais, enfin le ratio, c'est pour mettre le 3e et le 4e contre lui. Non, au contraire, c'est pas du tout pour dire que je... 3e ou 4e. Non, je parle de Mitro. Oui, là je suis d'accord. Voilà, je parle de 3 buts sur le 9-0. Là, bon, je veux bien, mais c'est trop léger. Après, et pourtant, il y a quelque chose, on l'a vu en finale. Il y a quelque chose en finale. En fait, c'était juste pour dire que, en gros, tout le monde a un peu raison et tout le monde a un peu tort. Parce que tout le monde est catégorique sur son joueur. Tu as raison, Gunther. Ce que je voulais rajouter, moi, c'est que j'ai toujours ce sentiment, comme je l'ai vu arriver Mitroglou, c'est qu'il va traîner une blessure. Je sais pas dans quelle gravité ou quoi.
il y a des rechutes. Je ne pense pas Benfica assez bête pour vendre un joueur le dernier jour du mercato qui leur plantait énormément de buts. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, j'espère me tromper. Je pense que c'est son physique qui va lui faire défaut l'an prochain. Voilà, après, on verra. Allez, on avance. Petite projection sur le mercato. Alors à tous les... Peut-être qu'il va y avoir des déçus, mais on va pas annoncer de joueurs. Hein. Je suis désolé pour vous les gars. J'ai simplement listé, on va aller très vite. Les joueurs dont il faut se séparer et parler des 2-3 rumeurs qu'il y a eu, mais très rapidement. Voilà, donc il y a eu Henri Bedimo. Attention à la télé derrière. C'est chez qui? Mathieu, il me semble. Ouais, c'est Mathieu. Ouais, attendez, bougez pas les gars. Nous on reste là. Alors, on est sur TF1 en même temps les gars. Vas-y, enchaîne. Ouais, donc, attends. Hop. On va attendre quand même un petit peu, parce que sinon c'est inaudible. Voilà, donc on part sur Henri Bedimo, donc 5 matchs, 41 minutes. Je rappelle qu'il a un salaire quand même assez élevé. On va encore le traîner un an parce que, sauf changement, Mathieu, je pense qu'il voudra aller au bout, on est d'accord? Ouais, je maîtrise pas trop ce dossier, mais effectivement, je l'ai maîtrisé un peu cette année, mais effectivement, il semblerait qu'il va y aller au bout, ouais. Oh là là. Ouais. Bah ouais. Le salaire, les salaires les gars. Non, mais pas le salaire, mais on a fait une question un peu d'honneur, hein, en tout cas, non, mais parce que... L'honneur de pas jouer. Non, mais il pourrait trouver là un contrat d'1 an, là, donc on va voir. Bien sûr, il aura pas le même salaire, mais il peut quand même se trouver un bon contrat. Hein. Ouais. Un bon contrat. En Turquie, il peut aller jouer 1 an ou 2. Hein. Ouais, je pense aussi. On va avancer. FX Doria, 4 matchs, on l'a prêté, et dans son prêt, il a fait que 8 matchs. Je pense que c'est définitivement... Puis pour notre ami Doria, arrivé sous l'ère Bielsa, je rappelle, et personne ne... Enfin, même pas Bielsa, on voulait. C'est un peu dommage ce gâchis sur Doria, FX. Le haut niveau et son exigence encore, si tu n'arrives pas à percer même au bout de 2 prêts, parce qu'il a été prêté je crois aussi à Grenade, si tu n'arrives pas à Grenade, si tu n'arrives pas en Turquie, tu n'arrives pas à l'OM, tu n'y arriveras pas tout court, donc il va retourner en Brésil et il fera ce qu'il pourra de toute manière. Mais s'il faut faire vite fait un petit point sur l'idée du mercato, avant de parler d'arrivée, ça serait bien effectivement qu'on s'occupe réellement des départs. Ah oui. Et je pense que là, il va falloir que les Marseillais soient patients, mais si les 3 premières semaines de mercato pouvaient être surtout un maximum de départs, ça serait déjà un bon début de mercato, il faut qu'on se le dise. Donc j'appelle à tout le monde de la patience, parce que le sujet va être clivant encore sur Twitter et les réseaux, mais j'appelle à de la patience. Et si on voit qu'il y a 4-5 départs qui arrivent assez vite sur le premier mois, alors dans ce cas-là, ça pourrait être bien parti ce mercato. Titi, on part sur Ubokan. Ubokan, c'est 2 matchs avec nous, 20 en prêt quand même. Mine de rien, j'ai pas vu ce qu'il a donné très concrètement, mais il a un contrat courant jusqu'en 2019. S'il y a une offre, Titi, est-ce que tu le vends direct? Est-ce que tu penses, enfin voilà, est-ce que tu le garderais une année de plus? On sait jamais. Non, je pense pas qu'on va le garder, mais le problème c'est qu'il aurait très bien pu signer c'est Trabzonspor qu'il était, non, c'est ça? Tout à fait. Je pense qu'ils voulaient lever l'option d'achat, mais que l'UEFA, ils sont interdits de recrutement, donc il est obligé de revenir. Donc je sais pas ce qu'on va faire, s'ils vont le garder. Je pense qu'ils vont essayer de le vendre. Il a peut-être trouvé une cote en Turquie, pourquoi pas? Je sais pas. Ah oui. Le fait de jouer contre des clubs, on sait jamais, hein, ça peut toujours matcher. C'est possible, ouais. On avance sur Gregori Sertic, donc une des bêtes noires du mercato de la nouvelle direction, puisque il a été pris un petit peu à la surprise de tout le monde, mais je pense que c'était plus pour faire le nombre et de par sa polyvalence, mais au final assez décevant, beaucoup blessé. Voilà, est-ce que Gunther, toi, tu serais enclin, enfin, qu'est-ce que tu en fais de... Je crois qu'il y a un peu une cote en France, là, actuellement, qui s'est un peu... il a un petit peu la cote en France, actuellement. Est-ce que tu le laisserais partir, même à n'importe quel prix, quoi? Enfin, je pense que oui, parce que, mine de rien, c'est un embouteillage, parce que même nos remplaçants sont... avec les jeunes qui grandissent, là, on l'a bien vu, il n'y a quasiment aucun moment... Et il a sa place sur le terrain. On va recruter sûrement un défenseur central. On va sûrement recruter un milieu en plus, je pense. Ou alors faire jouer plus Camara. Enfin, je vois vraiment un embouteillage total pour lui.
même si sur les derniers matchs, je l'ai trouvé mieux, moi, malgré sa boulette. Johanna, il faut s'en séparer, c'est pas possible. Il faut se séparer de ces joueurs. Ouais, donc après on avance. Cabella, donc c'est 4 matchs chez nous, 27 à Saint-Étienne, il a été plutôt performant à Saint-Étienne. C'est peut-être le type de club qu'il lui faut à Cabella, c'est-à-dire quelque chose où il serait, entre guillemets, là, le leader technique en attaque. Est-ce que Mathieu, tu penses que le départ se précise pour Cabella? Tu sais, à Saint-Etienne, avec les nouveaux repreneurs, du coup, ça rabat un peu les cartes. Donc je pense qu'il a retrouvé une belle cote. Après, il a quand même un gros salaire, donc faudra travailler pour le faire sortir, quoi. Si on veut le faire sortir, après pourquoi pas le garder quand même. Si tu te renforces pas devant, ça peut être une opportunité aussi, quoi. Ouais, et Fix, tu voulais rajouter un mot sur Cabella? Ouais, il a hissé son niveau de jeu, moi je pense, à Saint-Étienne. Donc si on parle de profondeur de banc, ça peut être une piste à étudier de le garder. Ok. J'avance parce que comme ça on part sur la fin, on a vraiment dépassé le temps. Quinton NG, moi vous savez que c'est un déchirement du cœur, mais je pense que ça me saoule un petit peu de voir qu'il est moqué. En fait, j'aime pas cette philosophie de se moquer ou de critiquer un joueur de l'OM s'il ne le mérite pas. On l'a abordé plusieurs fois, il a été utile cette saison, même si c'est pas le joueur que chacun espérait. Moi j'y vois quelque chose en lui, je vois 2-3 choses en lui. Je le vois partir pour se renforcer avec un nouveau neuf qui sera bien plus performant que les deux autres pour le coup. Et je pense qu'il a une cote aussi à exploiter et surtout par son profil de joueur. On va passer à la dernière partie. Question des auditeurs. Donc Gunther, on va pas pouvoir toutes les passer, tu veux m'en prendre 2-3 et on finira là-dessus. Alors, on va commencer sur Twitter, il y a eu beaucoup de questions. Donc, je vais commencer par Chris 1393 OM. Est-ce que Rudy envisage éventuellement de sacrifier un milieu pour un deuxième attaquant et donc passer à une tactique à 2, quoi? Est-ce que toi, Mathieu, tu as des infos par rapport à ça, si ce serait capable de... Parce qu'avec si Germain reste, il reste toujours inutile. Ouais, tout à fait. C'est du gâchis. C'était ce que Germain nous disait, c'était le directeur sportif Antonio Cordon à Monaco qui avait poussé Jardim à passer en 4-4-2 à l'été 2016 et qui avait permis à Germain de faire une super saison en tout cas, et puis à Monaco d'être champion aussi. C'était une petite partie de cet édifice. Écoute, j'ai pas trop d'infos là-dessus, j'ai pas l'impression que ça soit l'ordre du jour. Il est pas ultra fan du 4-4-2, Rudy. Voilà. On rappelle que son schéma préférentiel c'est le 4-3-3. Il a trouvé une bonne base en 4-2-3-1, donc je pense pas qu'on ait C'est envisageable qu'il retente le 4-3-3? Moi, ça me paraît envisageable, ça. Ouais. Allez, vas-y, Gunther, enchaîne. Alors, il y avait John Vador. À votre avis, pourquoi avons-nous pris autant de buts dans les débuts de rencontre? Et FX rappelait d'ailleurs que c'était pas que sur les débuts de rencontre, c'était sur les débuts de mi-temps. Ouais, FX, est-ce que tu as une réponse? Ouais, ou je crois qu'il était pas là. Je crois qu'il était pas là. Si, mais c'est compliqué d'y répondre. C'est peut-être de la concentration. Je sais pas. C'est étonnant. Ce sont des syndromes des fois un peu bizarres à expliquer. C'est dur. Ouais, Thierry, est-ce que tu as une piste là-dessus? Non, après c'est l'entame de match. Je pense que des fois on est sur courant alternatif, on entame le match au bout de 10 minutes de jeu, quoi. Quand le coup d'envoi est sifflé, les joueurs sont encore au vestiaire. Ouais, attention à l'inverse. L'inverse, on a aussi également beaucoup marqué en début de match. Ouais. J'ai l'impression, mais cette saison, je sais pas si ça vous a fait cette impression, quand on marquait en début de match, souvent, c'est là qu'on faisait les plus mauvais matchs au final. Et c'est quand on se prenait. On sait pas garder un résultat. Ouais. Et mais c'est Payet qui disait ça, de se prendre un but, ça permet de rester concentré tout le long. Ouais, mais la saison de l'OM, elle est assez folle. Il y a eu des scénarios quand même très différents. En Coupe d'Europe, par exemple, contre Braga, Bilbao ou Leipzig, ils ont marqué très tôt. Et on avait enchaîné, c'est vrai. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Il y a eu des buts en clair dans les deux sens. Deux dernières questions, Gunther, et on y va. Alors, il y avait Kendrick au début non, pas dans le chat, sur le chat qui avait demandé: pensez-vous qu'il faut absolument recruter des joueurs capables de se fondre de la mentalité et tout ça dans ce groupe qui vit bien, afin de pas en voir un péter plus haut que l'autre, en gros? Je pense qu'il dit ça pour Balotelli, non? Peut-être, mais il précise pas. Allez, franchement, Mathieu, est-ce que c'est une légende ou pas qu'il y a des vrais contacts avec Balotelli? On veut le savoir. On veut tout. Il y a des contacts, ouais. Il y a des contacts. Après, c'est un dossier compliqué. En tout cas, lui, vous savez, en fait, Nice lui a dit tu négocies avec le club de ton choix. Voilà, c'est notre deal.
On te remercie d'être venu 2 ans, t'as porté notre projet. Tu trouves le club qui te plaît avec Mino Raiola, vous venez nous voir et après on discute avec ce club-là pour une indemnité de transfert. On n'en est pas encore là du tout avec l'OM, donc on verra, sachant que Ballo, lui, il reste plutôt d'un club italien, voilà, d'un retour en Italie. En Italie, Je peux faire ma langue. C'est un dossier compliqué. Zoubi, je suis pas sûr qu'il soit super fan. Garcia, je sais qu'il l'aime bien. Ouais, Je peux faire ma langue de Cabri, ouais, parce que donc tout le monde en fait déjà limite un héros là, et il a déjà une cote de popularité énorme. Et on en faisait aussi le héros de ce week-end. Et il rate un immanquable absolument dégueulasse contre Lyon. Donc Mitroglou le même, hein, même pire. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, donc déjà notre héros a fait de l'anti-héros pour commencer. Donc si son histoire de l'OM ressemble à ce qui s'est passé ce week-end, bon, faut bien réfléchir. Moi, parce que j'avais quand même de répondre dessus, je pense qu'on peut se permettre d'avoir peut-être comme ça, un joueur un peu plus soliste. Ah, mais ça serait le chouchou du public, les gars. Arrêtez. Il Voilà. va arriver sur le terrain. Il va être porté par le Vélodrome à tous les matchs à domicile. Tu peux être sûr de ça déjà. Enfin, moi, je trouve que c'est un joueur qu'il faut dans cet effectif-là. Un joueur un peu, peut-être pas méchant, mais qui a ce caractère un peu trempé. Peut-être un peu imbu de lui-même. Et il en faut aussi, tu vois. Enfin, il paraît qu'il a évolué quand même mentalement. Hein. En plus, les voilà, joueurs de Nice, ils ont pas bloqué contre lui, je crois. Hein. Ouais, non. C'est bien passé à Nice, il me semble. Bon, une dernière. Allez, vas-y, une dernière. Bah, Mysterious Fada, je vais résumer en gros sa question. C'est pour vous, qui doit absolument partir? Tous ceux qui ne jouent pas et qui ont des gros contrats, je peux pas dire mieux que ça. Tous ceux qu'on a énumérés tout à l'heure. Si tu en dis un en top priorité, mais pas les minuscules comme Bedimo, Sertic et tout ça. Genre Rolando. Bah, Rolando, il est déjà parti. Il part de lui-même par son contrat. Moi, non, si je dois en dire absolument un, c'est Sertic parce que tu as un très long contrat sur lui. Que voilà. Je vais prendre un risque. Vas-y. Ocampos. Parce que même si justement il a gagné notre estime, c'est peut-être à sa place aussi qu'il faut absolument avoir quelqu'un. Donc voilà, si ça déchire le cœur, mais il faudra absolument qu'il parte, ça serait lui parce qu'il faut qu'il libère la place à un mec encore meilleur. Tu prends des risques, c'est vrai que c'est mieux que de dire les mecs qui jouent pas. Non, moi je dirais Sanson ou Anguissa. Ouais, c'est ça. Dans leur courbe de progression, aller chercher un club qui joue un peu plus haut que l'OM pour progresser en Ligue des Champions, par exemple pour Sanson, ou Anguissa parce que s'il y a un nouveau milieu carré, il aura peut-être un peu moins de temps de jeu. C'est le genre de joueurs qui peuvent franchir un palier en partant. Allez, moi ça serait Germain, ne serait-ce que pour mince, ça colle pas avec la tactique. Donc je vais vous lire une petite déclaration que j'ai trouvée sur France Bleu FR. Donc on demandait à Germain s'il allait rester. C'est Tony Cellier qui a posé la question. Est-ce que il resterait la saison prochaine? Il dit: oh oui, je viens d'arriver. La saison est passée tellement vite. Je viens d'emménager dans mon appartement au mois de novembre. Et puis on se régale sur le plan sportif. Dans le groupe, on vit tellement. On a vraiment une bande de potes. Donc je n'ai pas envie de quitter ce groupe-là. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Ça c'est beau là, j'ai envie de chialer. La vérité c'est que surtout qu'il a envie, et c'est tout à son honneur, de faire une meilleure saison que celle-là. Et il va se battre pour la faire. Je pense qu'il veut rester effectivement. Moi je crois en sa belle histoire ici, voilà. Je vous le dis franchement, voilà. J'ai envie de le voir percer. J'ai envie de le voir percer. J'espère avoir tort. Ne serait-ce que par son état d'esprit et parce que le fait qu'il a toujours été respectueux, j'ai envie de lui laisser réussir. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir suivis. Mais je vais remercier aussi nos sponsors pour la saison, à savoir Exafoot FR, le championnat des pronostics, ainsi que OM Passion, le site des ultras pour les ultras, fait par des ultras sur tous les sujets de l'OM, voilà. Et aussi la savonnerie Le Sérail, vous savez que vous êtes bien reçus chez nous, hein, parce qu'on fait du véritable savon de Marseille. Donc, bien évidemment, je vous dis à la saison prochaine. Suivez-nous parce qu'il va y avoir pas mal de changements, notamment sur notre talk et en termes de contenu pour l'année prochaine. Donc je vous dis bonnes vacances à tous et allez l'OM bien évidemment. Allez l'OM. Bonne intersaison à tous. Bon été.